cette édition du magazine Reportage avec aujourd'hui une émission exceptionnelle consacrée au double combat du Kurdistan irakien, la création d'un État indépendant et la résistance contre les troupes de l'État islamique. Nous sommes allés à Erbil. Lors de ce reportage, le président du Kurdistan irakien nous a accordé une interview exclusive que nous allons vous proposer maintenant. Puis nous nous retrouvons dans un instant pour parler avec vous, Enrique Zimmerman. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez réalisé cette interview sur place, dans son palais présidentiel. On la regarde et on parle juste après. Je crois comprendre que vous construisez un État. Pourquoi pensez-vous que le Kurdistan doit être créé ? Malheureusement, comme vous le savez, le peuple kurde a une longue histoire en tant que peuple opprimé et privé de son droit d'avoir une nation. Il a des terres, il a une culture propre, il a sa langue et il remplit tous les critères pour devenir un État-nation. Mais après la Première Guerre mondiale, ce droit a été dénié aux Kurdes. Nous voyons à présent la fin des accords de Sykes-Picot. Quelle sera la prochaine configuration dans cette région ? Les accords Sykes-Picot allaient à l'encontre de la réalité de la région. Le problème, c'est que ce n'étaient pas des frontières naturelles, mais des frontières imposées. Aujourd'hui, la configuration de ces zones frontalières devrait se faire selon la nature des choses et la réalité du terrain. Alors, attendrons voir quelle sera cette configuration. Quel avenir attend les pays comme l'Irak et la Syrie ? Il est difficile de dire ce que deviendront ces pays. Ce qui est clair, c'est que la situation ne restera pas telle qu'elle. Ce qui n'est pas clair, c'est de savoir comment elle finira. Alors, attendrons de voir comment les événements tourneront. En Europe, aux États-Unis ou en Amérique du Sud, on s'inquiète beaucoup car des étrangers rejoignent l'État islamique. Comment voyez-vous ce phénomène ? C'est une grande question pour nous aussi. Au Moyen-Orient, on peut s'y attendre à cause du contexte, des fautes et des échecs des gouvernements qui poussent les gens à s'identifier à la violence et aux extrémistes. Pour nous, c'est une grande question de comprendre comment des Européens d'origine se sont convertis et ont subi un lavage de cerveau pour venir franchir la frontière et rejoindre les organisations terroristes. La plupart d'entre eux ont été tués au cours des opérations. Des rapports montrent que ce sont des Européens de naissance, pas des citoyens naturalisés. Pour nous, c'est une grande question de savoir comment ils ont pu faire ça et comment ils ont subi un tel lavage de cerveau. Quelle attitude et quelles contre-mesures conseillez-vous aux pays occidentaux et arabes pour affronter la menace djihadiste, notamment celle de l'État islamique ? Ce n'est pas seulement une guerre militaire. Elle exige une stratégie à multiples facettes. Il faut une guerre idéologique collective contre une guerre financière et économique. Et il faut stopper les combattants et prendre le contrôle des régions qu'ils ont atteintes. Mais cela exige une action collective. Et personne ne devrait avoir l'illusion de croire que cela pourrait être utilisé à nos dépens pour des négociations entre États, car nous les combattons tous. Comment les Kurdes voient l'avenir de l'État irakien en ce qui concerne les trois groupes, chiites, sunnites et kurdes ? Faut-il s'attendre à une nouvelle carte de l'État irakien ? C'est la réalité sur le terrain en Irak. L'Irak a trois composantes principales et les options sont très restreintes. Soit vivre ensemble de manière consensuelle avec des droits et des devoirs clairs pour chacune des composantes, ou alors opter pour un autre moyen de coexister de manière sûre et pacifique.
Il faut que tous soient partenaires et coopèrent pacifiquement pour vivre ensemble. Maintenant, avec le nouveau gouvernement irakien, il y a une atmosphère plus propice à la coopération entre les différentes parties. Alors voyons comment cela se passe. Une confédération est-elle un scénario probable? Cela fera peut-être partie d'une solution viable. Êtes-vous satisfait de la coopération internationale? Elle est composée, je crois, de 60 pays. Avez-vous quelque chose à demander au monde? Nous voulons vraiment les remercier et exprimer notre gratitude pour ce qu'ils ont fait. Ce qui a été fait à ce jour est exceptionnel. Mais ce que nous voulions et ce que nous attendions n'a pas encore été atteint. Je parle surtout du problème de l'équipement militaire des forces Peshmerga, de l'armement nécessaire au combat sur le terrain. Et vous voulez des forces sur le terrain? Vous attendez l'aide des soldats de la coalition ou bien les armes suffiront? Non, nous n'avons pas demandé d'envoyer des troupes. Voilà. Bonsoir Enrique Zimmermann, vous avez réalisé cette interview. Vous avez l'habitude d'obtenir des interviews assez compliquées. On se souvient du pape que vous avez réalisé pour i24 News. Est-ce que celle-ci a été compliquée à avoir? Oh, bien sûr. Je ne savais même pas qu'on aurait l'interview jusqu'au dernier moment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a été invité par le président Barzani pour venir et voir la réalité du Kurdistan. Mais ce qui s'est passé, c'est que la veille de l'interview, vraiment, quelqu'un est venu nous dire qu'il regrettait, mais le président, normalement, il ne parle pas à la presse, alors que ça ne serait pas possible. Et en même temps, quelqu'un d'autre est arrivé, il a dit, le président a décidé finalement, demain à 8 h, vous devez arriver au palais pour faire l'interview. C'est ça, c'est une interview effectivement rare à voir. Quelle chance y a-t-il un jour de voir un Kurdistan indépendant? Ça fait longtemps qu'ils luttent pour avoir un Kurdistan indépendant, mais ça ne marche pas. Ils ont eu vraiment un grand problème avec Sykes-Picot quand ils ont divisé les Kurdes entre 4 pays, entre la Turquie, l'Iran, la Syrie et l'Irak. Alors c'est le plus grand peuple dans le monde, vraiment sans un État indépendant. Ils sont 45 millions de personnes aujourd'hui. Alors eux, ils luttent tout le temps. Mais je crois que la dernière guerre, cette guerre qu'on vit aujourd'hui contre l'État islamique, ce nouveau phénomène qui vraiment concerne à tout le monde, ça donne une possibilité que dans le futur, peut-être les prochaines années, ils vont avoir un État indépendant. De toute façon, l'impression que tu as quand tu arrives à Erbil et tu vois l'ambiance, l'atmosphère, on voit des drapeaux de l'Irak. Mais en même temps, on sent qu'on est dans un État non reconnu. Alors, le président Barzani a rencontré le président Obama il y a quelques jours. Quels sont les liens avec l'Occident? Quels sont ces liens avec l'Occident? Il y a des liens très importants parce que les Kurdes, vraiment, ils sont le front contre l'État islamique. C'est eux qui luttent contre eux, contre Daesh, et c'est très important pour les Américains, pour les Européens, et je crois que c'est la coopération avec le Kurdistan et avec Barzani concrètement va être encore plus forte dans le futur. Que leur demandent-ils? Ils demandent avant tout des armes. Ils ont besoin des armes parce que ce qui se passe, c'est que les États-Unis, ils ont investi 10 milliards de dollars au moins. Il y a des gens qui disent 20 milliards de dollars dans l'armée de l'Irak. Et il y a quelques divisions de l'armée qui sont parties complètement, absolument, avec ses généraux, avec ses officiers, avec toutes les armes, l'équipement au État islamique. Alors ils disent ils ont des tanks, ils ont des avions, ils ont... Bien sûr. Alors ils ont tout ce qu'ils ont besoin et nous, on n'a pas. Alors moi j'ai demandé ça, est-ce que vous voulez des soldats? Il dit non, nous,
on peut faire le travail, on peut continuer à lutter. Et c'est vrai, l'impression c'est que les Kurdes, ils sont vraiment très forts, ils sont très convaincus de ce qu'ils font. Il y a 70 000 soldats des Peshmerga, de cette force d'élite que moi j'ai accompagnée dans le front. Et l'impression c'est qu'ils sont des hommes vraiment convaincus de ce qu'ils font. Mais ils ont très besoin d'équipement. Et je crois qu'une des raisons qu'ils m'ont invité, c'est pour ça exactement, pour dire ça au monde. Alors vous avez rencontré le neveu du président Barzani, le général en chef des combattants Peshmerga. On va l'écouter et on revient sur le plateau tout de suite. Que pensez-vous du conflit israélo-arabe? J'aimerais avoir votre opinion. Vous savez, leur conflit, je pense que les Palestiniens eux-mêmes, les dirigeants politiques comme le peuple, peuvent régler le problème avec les Israéliens. Mais le reste des pays arabes ne veut pas de ça. Ils ne le veulent pas et ils disent toujours, comme le régime d'Assad par exemple, il y a le grand ennemi, il y a Israël. Tout ce qu'ils veulent, c'est que le peuple se tienne tranquille. Avec ses idées de démocratie, ses idées de vivre en paix, alors ils poussent le peuple arabe à penser il y a un grand ennemi, il y a les Israéliens, il y a les Juifs, les Israéliens sont des gens dangereux. Tout ça sans raison. Ils ne veulent pas régler le problème avec Israël, avec les Palestiniens, afin de pouvoir continuer à mentir à leur propre peuple. C'est là le problème. Ce n'est pas qu'Israël soit un gros problème. On a même vu, je crois, de très nombreux reportages à la télé qui montrent que les Arabes qui vivent en Israël sont plus heureux sur le plan économique que les autres Arabes. Est-ce qu'il existe des liens privilégiés entre le Kurdistan irakien et Israël? Historiquement, il y avait des rapports très importants. Il y a même des livres sur la présence des gens du Mossad dans les années 70 en Kurdistan et qui aidaient aux Kurdes dans sa lutte. Il y a eu quelques crises. Apparemment, Israël, dans un certain moment, a préféré les Turcs parce qu'il avait des relations stratégiques avec la Turquie dans une certaine époque, avant le président Erdogan, bien sûr. Et aujourd'hui, tout a changé vraiment. Les Kurdes, ils sont là-bas, ils luttent contre l'État islamique. Ils ont cette coalition de 60 pays qui les aident, mais qui n'amènent pas des soldats. Ils amènent des drones, des avions qui les aident à attaquer l'État islamique. Mais eux, ils attendent d'Israël aussi une aide dans le point de vue d'armes, je suppose, et aussi d'entraînement, mais aussi une coopération économique et militaire pour le futur. Il voit dans ce rapport avec Israël quelque chose de très important pour le Kurdistan indépendant pour le futur et il compte sur Israël dans tout moment. Ils sont là-bas physiquement, j'imagine, des agents sont sur place. Vous en avez rencontré? Non, mais j'ai entendu, j'ai vu, quand j'ai parlé avec les ministres de l'Intérieur, avec les généraux, quand j'ai parlé avec même le président, l'impression c'est que tout le monde te parle qu'il y a des espions de l'Iran, de la Turquie, des pays occidentaux et qui sait aussi d'Israël. Mais moi je ne l'ai pas vu, mais c'est vrai qu'ils ont tout le temps, ils essayent de parler. On m'a pris au jardin quand on voulait me dire quelque chose qu'on ne pouvait pas parler, qu'on ne voulait pas que quelqu'un d'autre entende. Et en un mot, quel intérêt pour Israël? Il y a un intérêt très grand pour Israël parce que c'est un endroit stratégique. Ce qu'on va voir, c'est que j'imagine ce qui va se passer dans le futur, c'est qu'on va voir une balkanisation de l'Irak. L'Irak va se diviser en petits États, un État sunnite, un État chiite et un État kurde. Et pour Israël, les Kurdes, ils sont très modérés du point de vue religieux. Ils sont musulmans, mais ils sont sunnites. Ils sont très pragmatiques. On voit par exemple des chrétiens dans la rue qui sont libres, qui bougent. C'est très important pour Israël avoir un lien stratégique comme ça là-bas, dans le nord de l'Irak. Dans le reportage aussi que vous avez réalisé, qu'on a vu tout à l'heure, c'était à Erbil, vous avez pu parler à une journaliste de télévision kurde, Rehadou, et on va l'écouter et on en parle tout de suite après. Qu'avez-vous à dire à ces filles en Europe, que ce soit en Grande-Bretagne, en Espagne ou même en France, qui pensent rejoindre l'État islamique? Ne venez pas. Je leur dirai de ne pas venir, de ne jamais envisager de venir car elles se perdent. Car ils n'acceptent pas les femmes.
Même au sein de l'État islamique, ils le disent. Si vous devenez martyr à cause d'une femme combattante, vous n'irez jamais au paradis. Voilà, c'est une Kurde iranienne. Est-ce que les femmes ont une place particulière dans ce combat des Kurdes contre l'État islamique? Bien sûr, elles luttent, tu les vois dans le front, tout le temps. Elles participent dans la lutte. Ça me rappelle un peu l'armée israélienne de ce point de vue aujourd'hui. Et tu vois, mais elles vraiment sont dans le front avec les hommes. Elles sont complètement convaincues que c'est très important pour défendre pas seulement le Kurdistan, mais aussi les droits des femmes. Et ça se sent cette colère, même avec cette journaliste Ghaziza Bapiri que j'ai parlé. Elle est venue spécialement parce qu'elle voulait me dire ça. C'est le message qu'elle voulait donner. Nous, on doit arrêter ces femmes qui arrivent du monde arabe, qui arrivent de l'Europe pour venir voir l'État islamique. Peut-être elles rêvent se marier avec des hommes de la djihad, mais finalement, elles deviennent des esclaves sexuels. Elle veut dire ça, elle voulait envoyer ce message aux femmes du monde, aux femmes de l'Europe, aux femmes du monde arabe aussi, pour que ça s'arrête, parce qu'elle dit on doit lutter pour les droits de la femme. Et les droits des femmes kurdes aujourd'hui sur place? Je crois que j'ai connu une femme, par exemple, que pour la première fois, elle est devenue une chanteuse nationale. Normalement, les femmes, elles ne pouvaient pas chanter. Ça a commencé les dernières années. Ça se voit qu'il y a un processus d'émancipation des femmes dans le Kurdistan. Ça commence à changer. Elles ont des droits. Et c'est pour ça que le moment où il y a des peshmerga femmes, elles sont devenues aussi des héros de la société. Les hommes les regardent comme des héros et c'est très important. Je crois qu'il y a un changement très grand et qu'ils sont vraiment dans une émancipation. Merci beaucoup, Enrique Zimmermann. Merci encore. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reportage, le magazine de la rédaction. Je vous retrouve et n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. À la semaine prochaine. Merci, au revoir.